tous. Cette vidéo, la sixième de la série, vient clôturer notre étude sur la pression osmotique. Donc il s'agit d'une application où je mets deux solutés différents de part et d'autre de la membrane et je regarde ce qui se passe. Allez, on passe tout de suite sur la tablette. Alors nous voici dans la dernière vidéo, celle qui va conclure le thème autour de la pression osmotique. Et le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe quand cette fois-ci j'ai des solutés différents de part et d'autre de la membrane. Donc jusque-là on s'était limité à un soluté d'un côté, maintenant je mets un soluté d'un côté et un autre soluté de l'autre côté. Donc le système, alors les prérequis, c'est on va dire ce qu'on a vu dans les trois premières vidéos. Les autres applications ne sont pas forcément cruciales pour ce qu'on va faire ici. Donc le nouveau système qu'on va définir, j'ai deux compartiments A et B. Dans le compartiment A, je mets un soluté de type 1 et dans le compartiment B, je mets un soluté de type 2. Alors la méthode pour essayer d'obtenir quelque chose qui va ressembler à une loi de Van 't Hoff généralisée, c'est de dire que le solvant, c'est la seule espèce qui est présente dans tous les compartiments. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans une première étape, je vais écrire le potentiel chimique du solvant dans les deux compartiments. Et ensuite, je vais dire qu'à l'équilibre, eh bien, ces potentiels chimiques, ils sont égaux. Voilà. À l'équilibre, je vais utiliser le fait que le potentiel chimique du solvant dans le compartiment A est égal au potentiel chimique du solvant dans le compartiment B. Ça, c'est une propriété de l'équilibre qu'on a déjà utilisée. Et je vais développer cette équation. Donc, je vais obtenir une loi de Van 't Hoff généralisée. Alors, globalement, je vais dire que mon osmomètre il est soumis à une pression P0. Alors, si c'est pas P0, c'est pas très grave, c'est juste pour fixer ici, on peut appeler P extérieur, P atmosphérique, peu importe. En tout cas, il est soumis à une pression. Alors, je précise ça pourquoi ? Parce que je vais dire, supposons, si jamais je n'avais que le soluté 1 dans le compartiment A. C'est-à-dire qu'en fait, je me ramène à une expérience similaire à ce qu'on a fait jusque-là. À ce moment-là, j'aurais une pression osmotique qui s'exercerait sur le compartiment A. La surpression, elle serait dans le compartiment A. Et elle vaudrait quoi ? Elle vaudrait PA moins PB. Alors ici, je vais le noter PB tilde, juste pour dire que c'est si jamais j'ai pas de soluté du côté B. Que vaut ce PB ? En fait, ce serait P0. Voilà. De la même façon, si jamais j'avais juste un soluté dans le compartiment B, j'aurais la même chose, une pression osmotique qui s'exprimerait comme ceci. D'accord ? Donc à chaque fois, un PA tilde et PB tilde, ce n'est pas les vraies pressions dans PA et PB quand j'ai deux solutés. C'est les pressions auxquelles je peux me ramener si j'avais que d'un seul côté. Dans ce cas-là, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, je vais me ramener à une pression de référence P0. Je vais écrire les potentiels chimiques du solvant dans chacun des deux compartiments. Donc pour le potentiel chimique dans le compartiment 1, donc c'est toujours du solvant que j'écris, ça va être le potentiel chimique de référence, donc de corps pur, à la pression PA, plus RT log de X, X ici est la fraction molaire du solvant dans le compartiment A. Pareil pour le compartiment B. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer d'exprimer la différence mu étoile de PA moins mu étoile de PB. Mais en fait, je vais passer par un état intermédiaire à P0. C'est pour ça que j'ai défini PA et PB auparavant. Donc je vais utiliser les mêmes relations, je ne reviens pas sur ces expressions que j'ai déjà démontrées, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Donc mu A étoile à PA, ça va être mu étoile à P0, donc à une pression donnée, plus V étoile, le volume molaire de corps pur, PA moins P0. Pareil pour PB. Donc c'est mu étoile à P0 plus V étoile à PB moins P0. Et je remplace dans ces deux quantités-là, dans mes expressions au-dessus, en disant que ces deux potentiels chimiques sont égaux.
je vais obtenir, alors pour le compartiment, pour le côté A, je vais obtenir, donc j'ai mon potentiel de référence qui est égal à mu étoile à P0 plus V étoile PA moins P0 plus le terme de fraction molaire. Dans le compartiment A, donc ça c'est pour la première partie, pour le compartiment A, et j'ai la même chose pour le compartiment B. Donc c'est mu étoile à P0 plus V étoile PB moins P0 plus RT log de X dans le compartiment B. Alors là, les mu étoiles à P0 s'en vont, ils s'en aillent, et je vais aussi avoir les V étoiles à P0 qui vont s'en aller. Mais je vais quand même les garder ici. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait apparaître, c'est pi A et pi B. Du coup, je vais tout mettre d'un seul côté. Ça va me donner V étoile facteur de pi A moins pi B va être égal à RT. Alors, si j'exprime, ça va me donner log de X dans le compartiment B moins log de X dans le compartiment A. X ici, c'est la fraction molaire du solvant. Donc je vais faire comme quand j'ai juste la loi de Van 't Hoff avec un seul soluté, je vais le réécrire comme log de 1 moins X du soluté. Donc X du soluté dans le compartiment B, c'est X2. Et pour l'autre, ça va me donner 1 moins X1. Donc le soluté 1. Et après, je dis que ces quantités-là, c'est à peu près égal à moins x2 et à peu près égal à moins x1 parce que je suis dans des conditions qui sont très diluées. Une fois que j'ai fait ça, je remplace. J'obtiens que V étoile à pi A moins pi B, ça c'est RT, alors facteur de, du coup ça va me donner x1, donc la fraction molaire du soluté 1. Alors là, c'est dans le compartiment A, moins x2 dans le compartiment B. Ces quantités-là, x1 moins x2, je vais les réécrire comme étant n1 sur n total, mais n total, je vais faire l'approximation que c'est à peu près la quantité de solvant uniquement. Toujours pareil, même genre d'approximation que ce qu'on a fait pour la loi de Van 't Hoff. Donc ça va être à peu près égal à RT n1 dans le compartiment A sur le nombre de moles de solvant dans le compartiment A, moins N2 dans le compartiment B, divisé par N, donc le nombre de moles de solvant dans le compartiment B. Donc là, à chaque fois, j'ai fait l'approximation que les fractions molaires, c'est pas N1 sur N tot, mais N1 sur N solvant. Ah, c'est à peu près égal. Et après, je redivise tout par V étoile et je fais apparaître les concentrations dans les compartiments A et B. Donc j'obtiens la relation pi A moins pi B est égale à RT, facteur de la concentration en espèce 1 dans le compartiment A, moins la concentration en espèce 2 dans le compartiment B. Donc ça me donne, on va dire, une espèce de relation de loi de Van 't Hoff généralisée. Alors évidemment, c'est approximatif. Il y a ce passage intermédiaire par P0 où je fais l'approximation que c'est à peu près égal à PA ou PB selon les situations. Ce calcul, il est légèrement, il n'est pas tout à fait correct, mais vu les approximations qu'on fait, ça marche plutôt pas mal. Et à la fin, on obtient une relation, on peut quasiment dire qu'il y a une superposition des effets des deux effets osmotiques, mais une superposition qui se compense dans ces deux cas. Donc après, la dénivellation résiduelle résultante, vous allez l'obtenir ρ g h comme étant, ça c'est pi A moins pi B. Donc on voit ici que h est algébrique, selon que pi A ou pi B, pi A moins pi B est positif ou négatif. H peut être positif ou négatif ici. Alors je vais vous donner une petite application. Typiquement, j'ai un acide faible, je le mets dans le compartiment A et je veux déterminer son pKa. Donc je vous renvoie aux vidéos précédentes. On avait exprimé dans ce cas-là la pression osmotique comme étant, si c'est juste un acide qui libère un proton, la concentration de l'acide 1 plus alpha, donc alpha c'est le taux de dissociation, fois RT. Donc pareil, je vous renvoie à la vidéo, ça doit être la vidéo 5.
Comment je calcule alpha? À l'aide de la constante d'acidité, qui est égale à Ca sur C0, alpha carré sur 1 moins alpha. Là aussi, je vous renvoie sur la vidéo, c'est des calculs qu'on a déjà vus. Une fois que j'ai ça, ce que je fais, c'est que je vais ajouter un sel dans le compartiment B. Donc là, j'ai une dénivellation. Si j'ajoute le sel, la dénivellation va diminuer et je vais ajouter du sel jusqu'à temps que je n'ai plus de dénivellation. Donc, dans le compartiment B, on ajoute, par exemple, NaCl. D'accord? Et on le fait jusqu'à obtenir une dénivellation nulle. À ce moment-là, si la dénivellation est nulle, j'ai écrit la formule juste au-dessus, ρg h, c'est pi a moins pi b. Dans ce cas-là, si h est nul, ça veut dire que pi a est exactement égal à pi b. Et donc ça me donne, donc si je remplace, Ca 1 plus alpha Rt va être égal à, alors si je mets NaCl, je rappelle qu'il y a un coefficient 2 qui est lié à la stoichiométrie fois la concentration en sel Rt. Donc ici, les RT s'en vont, qui s'en aillent, il va me rester une relation toute simple. Donc 1 plus alpha va être égal à 2C sel sur Ca. À partir de là, j'en déduis la valeur de alpha, et donc je peux en déduire la valeur du Ka, et donc du pK. Donc je vais vous donner un exemple. Alors l'acide acétique en général on le connaît assez bien, donc j'en ai sorti un autre, j'ai pris l'acide ascorbique, dont vous connaissez peut-être pas le pK a priori. Je vais le prendre à une concentration de 10-3 molaires dans le compartiment A, que je vais supposer les deux compartiments de volume égaux à 1 litre, et j'ajoute dans le compartiment B une masse de 36,7 mg de NaCl pour obtenir l'annulation de la dénivellation. Donc pour ce faire, vous voyez qu'il faut calculer la concentration en sel. Donc la concentration en sel, je l'obtiens en disant que c'est la quantité de matière de NaCl divisée par le volume du compartiment B, donc j'ai dit que c'était 1 litre. Et là on vous donne une masse, donc ça va être la masse de sel divisée par la masse molaire fois Vb. Donc 36,7 10-3, je vais le mettre en grammes, divisé par la masse molaire de NaCl, 58,44 en grammes par mol, fois 1 en litres. Donc ça va me donner une concentration de 6,29 10-4, et cette concentration, elle est molaire. Une fois que j'ai fait ça, je connais la concentration Ca, donc la valeur de alpha, c'est, j'ai déjà écrit la relation, 2 fois la concentration en sel divisé par Ca. Si tout est molaire, il n'y a pas de souci, je peux faire le rapport, ce sera dans les bonnes unités, moins 1. Du coup, j'obtiens, alors là, j'ai gardé quelques décimales pour faire mon calcul, donc ça va me donner 25,73%. Donc ça, c'est le taux de dissociation de mon acide dans l'eau. À partir de là, je peux calculer la constante d'acidité. Donc on a vu que c'était égal à Ca sur C0, donc ça c'est 10-3, alpha carré sur 1 moins alpha. Vous faites l'application numérique et vous en déduisez, moi ce qui m'intéresse c'est le pK, c'est moins le log de Ka, et vous trouvez pK égale 4,05. Donc on retrouve à 298 K, ça marche assez bien, la valeur de pK de l'acide ascorbique. On a vu toutes les applications à ce niveau-là, de la pression osmotique et les différents types d'exemples qu'on peut être amené à traiter assez rapidement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Ciao ciao!